Parmi les différentes propositions qui vous sont faites, si vous investissez dans un fonds indiciel à très faible coût, où vous ne placez pas l'argent en une fois, mais en moyenne sur 10 ans, vous ferez mieux que 90% des personnes qui commencent à investir au même moment. Warren Buffett. Voilà la vision de Warren Buffett et à quel point il promeut les ETF et leur facilité d'implémentation pour ceux qui ne peuvent pas passer, comme il le dit, 5 à 8 heures par semaine à analyser des actions. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top des meilleurs ETF pour PEA, car bien sûr, sur PEA, on a un choix qui est bien plus restreint en ce qui concerne les ETF. Dans ces différentes citations, Warren Buffett parle principalement du S&P 500. C'est donc les 500 plus grandes entreprises américaines qui sont rassemblées dans un ETF. Afin que ça vous parle un peu plus, j'ai pris la composition du S&P 500. Comme vous voyez, c'est assez concentré puisque on arrive très rapidement à une entreprise qui représente seulement 1% du fonds. Les premières lignes, c'est Apple avec 7% 62, c'est-à-dire que lorsque vous achetez un ETF S&P 500 qui vaut 100 euros, vous achetez 7,62 euros d'Apple, 6,77 € de Microsoft, 3,10 € d'Amazon, 2,74 % de Nvidia, 2% de Alphabet, x2 parce que Alphabet est là deux fois, donc environ 4% de Alphabet, etc. Il est important de garder en tête la composition d'un ETF, car on vous parle beaucoup d'investir sur le S&P 500, sur le Nasdaq, etc. Surtout le S&P 500 et le MSCI World. Mais n'oubliez pas les actions que vous achetez. Dites-vous, est-ce que en ce moment, Apple est intéressante, Microsoft est une entreprise intéressante. Il ne faut pas se réfugier sous le terme S&P 500. En effet, en ce moment, Apple a un PER de l'ordre de 34. Là, il y a eu une légère correction. Ça peut commencer à être intéressant, pourquoi pas, d'investir un petit peu. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur des valorisations très élevées. L'avantage du S&P 500 et même de tout ETF, c'est de vous faire croire dans le process, c'est-à-dire que lorsque vous allez acheter une action spécifique, vous avez tendance à la vendre lorsqu'elle va commencer à baisser, alors que sur l'ETF, vous savez que de toute façon, le principe de l'ETF, c'est de garder les winners et de faire sortir les losers. Dès qu'il y a une action qui va bien progresser, elle va rentrer dans l'ETF S&P 500 si c'est une entreprise américaine. Et dans ce petit graphique, vous voyez l'importance de la patience et de ne pas sauter d'une action à l'autre sans arrêt. On le voit avec l'évolution du patrimoine de Warren Buffett qui a commencé à investir à ses 11 ans. À 19 ans, il avait 10 000 euros. À 26 ans, 140 000 euros. 30 ans, il avait atteint le 1 million sans lequel il avait dit qu'il se jetterait d'un des buildings d'Omaha, de sa région de naissance. À 50 ans, il obtient 100 millions. Il dépasse les 100 millions et il dépasse le milliard. À 56 ans ensuite, ça va très très vite. 50 ans environ, 100 millions, et ensuite on passe tout de suite à 1 milliard à 56 ans. C'est ça la force des intérêts composés, et c'est ce que vous permet de faire les ETF sans vous prendre la tête, c'est-à-dire d'investir régulièrement dans des actions les meilleures sans vouloir acheter et vendre sans arrêt. Ici on voit l'intérêt des ETF, c'est de limiter ce qu'on appelle le risque spécifique. C'est le risque lorsqu'on est trop condensé dans certaines actions. Vous voyez que comme par hasard, le CAC 40 possède 40 actions. C'est, selon la théorie du portefeuille, ce qui réduit au plus le risque spécifique sans trop diversifier. Néanmoins, n'oublions pas que lorsqu'on diversifie et on dilue surtout aussi le rendement. Si on compare le rendement du Nasdaq 100, c'est-à-dire les 100 plus grandes entreprises tech aux entreprises Microsoft et Apple, on voit que le Nasdaq, entre 2016 et 2023, il va performer de 236%, alors que Apple va faire 602% et Microsoft 544%. Là, on voit que même si on arrive à trouver un ETF Nasdaq qui va nous permettre de ne pas payer les 30% de flat tax, mais seulement les 17% de taxes,
ça ne n'explique clairement pas cette différence de performance et il est plus intéressant de miser sur Apple et Microsoft. C'est ce que fait Warren Buffett. Warren Buffett, il concentre ses paris sur quelques entreprises. Je vais vous montrer d'ailleurs le portefeuille de Warren Buffett. Vous pouvez le trouver sur le site stockcycle.com. En ce moment, il a 48% d'Apple. Il en a racheté au Q1 2023. Il a 9,2% de Bank of America. 7,4% de son portefeuille, c'est sur American Express. Ensuite, Coca-Cola. Ensuite, des pétrolières, Chevron et Occidental Petroleum, Kraft Heinz. Donc, c'est tout ce qui est ketchup, sauce. Moody's & Corp et HP qu'il a acheté assez récemment. Je crois qu'il a acheté aussi BYD récemment. Mais voilà, sa dernière position et qui commence à augmenter. Vous voyez qu'il a augmenté de 15% les parts. C'est dans HP. En effet, HP, c'est une entreprise qui a subi une forte baisse et qui répond à la méthode d'investissement de Warren Buffett dans la valeur. C'est-à-dire c'est une entreprise qu'on pourrait juger de sous-évaluer car c'est une entreprise qui pendant longtemps a vendu des systèmes d'impression, des imprimantes, et on voit que les imprimantes, c'est un domaine qui perd des parts de marché d'année en année, même si au final, HP, c'est une entreprise qui fait de très bons ordinateurs. D'ailleurs là, je suis sur un ordinateur HP. Retournons à nos moutons. Je voulais vous montrer l'importance de la diversification, mais de ne pas trop diversifier, car comme vous le voyez, Warren Buffett n'aurait jamais eu ses résultats en diversifiant, sans axer vraiment sur des actions spécifiques. Néanmoins, l'avantage de l'ETF, c'est que vous ne vous trompez jamais. Imaginons qu'en 2016, Cisco, vous le savez, dans les années 2000, c'était un des leaders comme est aujourd'hui Apple. Si dans les années 2016, vous voyez que Cisco avait beaucoup baissé, ce qui est vrai, et vous vous dites, tiens, je vais investir dans Cisco, qui est une bonne entreprise, un géant, à faible coût, eh bien, entre 2016 et 2023, vous auriez fait une performance de 80%, alors que sur le Nasdaq, vous auriez fait 223%. Et là, sur Cisco, c'est une entreprise particulière, il n'y a aucun ETF PEA qui existe, donc vous serez obligé de payer la flat tax, donc vos 80% seront soumis à une flat tax de 30%, alors que sur le Nasdaq, vous n'aurez pas à payer cette taxe. Vous serez seulement à 17%. Donc, bien sûr que les ETF, il faut garder ça en tête, limitent le risque. Si ça vous rassure, c'est vraiment le plus important. Il faut investir et il faut que ce soit une manière d'investir valable et pérenne sur la durée. C'est ce que vous permettent les ETF. Et ça vous permet de ne pas attraper des losers, mais sachez que vous perdez une énorme performance par rapport au stock picking. N'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo, car à la suite de cette vidéo qui va présenter les meilleurs ETF PEA, je présenterai aussi comment faire du stock picking et choisir les meilleures entreprises. Alors dans mon top, là, en 5e position, pour éviter les cracks boursiers, car on est sur un marché qui est quand même très valorisé, c'est l'ETF PEA Obligation d'État. Alors malheureusement, il n'y en a qu'un. Je vous incite à aller sur le site Amundi ETF qui répertorie tous les ETF et vous pouvez faire des sélections. Vous voyez que lorsqu'on sélectionne PEA et obligations, malheureusement, il n'y en a qu'un qui revient. C'est le Lyxor PEA Obligation d'État Euro. Lorsque vous voulez acheter ce genre d'ETF, et ce sera valable pour tous ceux que je vais vous présenter, il vous faut copier le code ISIN, qui est en fait le code propre à chaque instrument financier. Vous le cliquez, vous le collez sur votre broker, par exemple Bourse Direct, qui propose un PEA et un des seuls à proposer un PEA à faible coût. Alors là, ça bug un peu, mais vous collez votre code ISIN dans la petite barre de recherche. Tac, vous mettez rechercher. Vous voyez, il l'a bien trouvé. Vous cliquez sur l'instrument financier et là, vous voyez que vous pouvez l'acheter et qu'il est éligible au PEA. C'est bien spécifié. Voici, ce qui est important de regarder aussi, ce sont les frais de gestion. 0,40% par an, ça commence à faire. Il est également important de regarder les encours sous gestion. Là, on est sur une entreprise, enfin sur un fonds, pardon, qui n'a que 18 millions
d'encours, c'est assez faible. Il faut aussi regarder la composition, c'est-à-dire de quoi est composé ce qu'on achète, l'ETF. Italian Republic, c'est-à-dire on a des obligations d'État de l'Italie à 3,75% par an, échéance 1er septembre 2024, ce qui est pas mal pour un poids de 3,23%. Ce que j'aime moins, c'est ça, c'est French Republic, 0%. Donc là, ça a été acheté à une époque où les taux étaient faibles. Italian Republic, 1,45, etc. France, 2,75, ça a été acheté plus récemment. Mais vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'obligations à des taux très faibles à remplacer. C'est pour ça que je dirais qu'il est encore un peu tôt pour investir sur cet ETF. Néanmoins, bon alors là, on voit la diversification en fonction des pays. On voit qu'on est principalement sur la France, l'Italie et l'Allemagne. Néanmoins, les obligations, surtout les ETF qui remplacent les obligations au fur et à mesure des montées ou des baisses des taux de la Fed, vous voyez que cet ETF a sous-performé, enfin pas sous-performé, mais a eu une réduction de son prix d'environ 10%, même 20% par rapport au plus haut. Et il faut savoir que si la Fed commence à réduire ses taux, le cours des obligations va repartir à la hausse. Donc ça peut toujours être intéressant à jouer. Là, on voit qu'on stagne depuis un certain temps. Si vous pensez que les taux vont bientôt plafonner ou diminuer, il peut être intéressant de commencer à investir sur des ETF obligations. Voici pour le 5e de ma liste. Maintenant, en 4e, pour se protéger des éventuels risques de marché, c'est l'ETF PEA, Food and Beverages. Donc comme vous le savez, tout ce qui est spiritueux, nourriture, c'est des domaines qui sont plus résilients lorsqu'il y a une crise économique. Là, on est sur un ETF qui fait 172 millions d'encours, ce qui est déjà beaucoup mieux, des frais de gestion de 0,30, ce qui est aussi mieux. Faites attention, vous pouvez sélectionner l'ETF distribution ou accumulation. Je vous conseille de toujours mettre accumulation. Ça veut dire que les dividendes sont tout de suite réinvestis dans l'ETF et ça vous évite d'avoir à payer des frais de transaction lorsque vous voulez réinvestir vos dividendes. Donc toujours capitalisation, c'est mieux. Ici, les 10 principales lignes, c'est Nestlé avec 30%. Donc Nestlé, vous le connaissez, ils font à la fois du café, de la nourriture, des yaourts. Ils font vraiment de tout. Diageo, c'est un leader au UK. Il fait de la nourriture, je crois, comme Nestlé, mais aussi surtout des spiritueux. C'est un peu plus le Pernod Ricard anglais. Ici, Anheuser-Busch, ça je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est un brasseur. Pernod Ricard, vous le connaissez très bien, c'est les spiritueux. Danone, c'est tout ce qui est yaourt, eau pétillante. Heineken, ça ne se présente plus non plus. Carlsberg, brasseur, encore, vous voyez que là, c'est vraiment des biens de consommation. Qu'il y ait une crise ou pas, les gens vont continuer à consommer de l'alcool, à manger, voire à consommer encore plus d'alcool. Là, on passe aux choses sérieuses. Le 3e meilleur ETF PEA, c'est le CAC 40. Attention, le CAC 40, il est dominé par le luxe, LVMH, Kering, Hermès, L'Oréal. Ici, il y a la composition du CAC 40. Toujours prendre l'ETF capitalisation, je le répète. Ici, malheureusement, LVMH possède 12% de la capitalisation du CAC 40, ce qui est énorme lorsque vous achetez un ETF. Donc 100 € sur le CAC 40, l'ETF, vous achetez 13 € de LVMH. 8 € de Total Energy, ce qui est une très bonne entreprise. Surtout si vous pensez que le pétrole va continuer à monter, ce qui est fortement possible, puisqu'en ce moment, il y a quand même une diminution de la consommation avec la Chine. Et malgré tout ça, le pétrole tient très bien et continue à monter, car récemment, cet été, l'Arabie Saoudite a décidé de réduire la production de pétrole de 1 million de barils par jour. On a Sanofi, géant pharmaceutique, Schneider Electric, Airbus qui a des commandes à n'en plus finir, BNP Paribas qu'on ne présentera plus, Hermès dans le luxe. Ce qui m'embête un peu avec les bancaires, c'est que ils veulent vraiment axer ESG très très rapidement, quitte à ne plus investir par exemple sur les projets pétroliers de Total Energy, des projets qui étaient très rentables. Alors j'ai du mal à voir l'impact que ça peut avoir, mais il me semble un petit peu trop tôt pour les bancaires d'arrêter d'investir sur des projets
avec des forts rendements et d'investir que sur des projets renouvelables avec des faibles rendements. Ça pourrait venir réduire leur performance, et si ça ne vient pas réduire la performance, c'est au détriment des clients qui vont payer les frais, des frais encore plus élevés afin de maintenir les objectifs de BNP Paribas. Voici pour ce qui est du CAC 40, vous pouvez toujours le retrouver ici. On a des frais de gestion de 0,25%, c'est encore plus intéressant. Vous voyez que l'encours là, ça n'a plus rien à voir, on est sur du 3 milliards. Je vous mettrai tous les liens dans la description et tous les easing si vous voulez acheter ces produits sur Bourse Direct, De Giro, etc. Bon bah les lignes ça correspond avec ce qu'on voit sur Zone Bourse, même si ça n'a pas été actualisé très récemment. On voit que la Total Energy est encore à 8,47%, mais c'est quand même un fonds qui suit très bien le CAC 40, donc accumulation c'est important. Attention, on passe au deuxième meilleur ETF selon moi, c'est le Nasdaq 100. Pourquoi? Parce que tout simplement le PEA vous force à investir en France pour avoir vraiment tous les avantages fiscaux, mais aussi en Europe, avec parfois des avantages fiscaux réduits, principalement lorsque vous recevez des dividendes. Avec certains pays, vous devez quand même payer certaines taxes sur les dividendes. Ce qui est bien avec l'ETF Nasdaq 100, c'est que ça vous expose à la tech américaine qui est vraiment exceptionnelle, et en plus avec un PEA, donc avec les avantages fiscaux du PEA. En investissant sur l'ETF PEA Nasdaq 100, vous investissez sur ce qu'on appelle les 7 giants, donc les 7 plus grosses entreprises mondiales et qui sont américaines. Bon, il y a aussi Saudi Aramco. Mais là, on investit sur Meta, donc Facebook, Instagram, Tesla, qu'on ne présente plus, Google, Nvidia, Amazon, Microsoft et Apple, qui est la plus grande capitalisation mondiale. Voici pour ce qui est de la composition. Alors avant, Apple était number one, mais là je vois qu'avec sa récente baisse, il est passé numéro 2. On investit dans 13% de Microsoft, 13% d'Apple, 6% d'Amazon, 6% de Nvidia, 4% de Tesla, 4% de Meta. Attention, toujours avec Alphabet, c'est en 2, donc on investit en fait dans 7% d'Alphabet qui le place en réalité en 3e position. Tout ça, c'est des très bonnes entreprises. Selon moi, il y en a beaucoup qui sont surévaluées. Google, un peu moins surévalué car il a beaucoup moins profité de la bulle de l'intelligence artificielle, car pour le moment, Google n'était pas vraiment leader dans l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est une entreprise qui est encore un peu sous-évaluée par rapport à ses concurrents des 7 giants. Il y a également Amazon qui propose de fortes perspectives économiques, mais pour les autres, on est quand même sur des points très élevés, même si ça devient plus intéressant, car là, on commence à avoir une petite correction. Donc pour commencer à investir, pourquoi pas, à un moment, il faut se lancer. Et comme l'a dit Warren Buffett, de toute façon, il ne sert à rien de timer le marché, mais plutôt d'investir régulièrement. Et lui, il préfère toujours investir après une petite correction, mais régulièrement sur des ETF. Maintenant, le number one. Attention, je vous présente juste, voilà, l'ETF Nasdaq 100. Là, on a des plus petits en cours, c'est normal, c'est le Nasdaq. On peut y passer par bien d'autres moyens que cet ETF PEA. Les frais de gestion sont de 0,30, donc c'est comme sur le CAC 40 où on était à 0,25. Capitalisation toujours, et vous voyez la composition, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, etc. Maintenant, je vous présente le number one qui est l'ETF PEA S&P 500 ou MSCI World. Bien sûr, il sera toujours composé des mêmes entreprises que le Nasdaq 100, mais avec quelques différences, surtout en ce qui concerne la pondération. On est beaucoup moins pondéré sur les géants technologiques. Et on parle aussi beaucoup de MSCI World, on entend parler partout sur YouTube. Oui, investissez sur l'ETF MSCI World, mais vous allez voir en quoi ça me paraît en ce moment un petit peu une arnaque, car la composition du S&P 500, c'est Apple 7%, Microsoft 6%, Amazon 3%, Nvidia 2%. Vous voyez que c'est toujours les 7 giants qui dominent. Vous avez également Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett. Pour ce qui est du MSCI World, on dit que oui, dans l'ETF et le nom, vous voyez que vous investissez dans le monde entier. Mais franchement, si vous avez cette définition du monde entier, c'est pas vraiment ce que j'ai. On investit en premier sur Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia.
Donc vous voyez que c'est exactement la même chose que sur le S&P 500. Ensuite, Tesla, Alphabet, et on change uniquement lorsqu'on atteint les 0,9% du poids de l'indice. On va sur ExxonMobil. Alors, franchement, si ça, on appelle ça de la diversification mondiale, bien sûr, les entreprises américaines rayonnent dans le monde entier, mais pour ce qu'on appelle le MSCI World, vous voyez que tous les drapeaux sont américains, c'est que des entreprises américaines, et vous allez voir en quoi ça me dérange, c'est que le Lyxor PEA S&P 500 capitalisation, vous avez des frais de gestion de 0,15, alors que sur le Lyxor PEA Monde MSCI World, vous avez 0,45% de frais de gestion. Au passage, le Lyxor PEA S&P 500, c'est celui qui offre les plus faibles frais. On voit que même sur le CAC 40, qui est français, on a du 0,25% par an, alors que là, on a 0,15%. C'est pour ça que selon moi, le meilleur Lyxor, le meilleur ETF, c'est le S&P 500. Déjà car vous vous exposez à la tech, aux leaders, mais aussi aux 500 plus grandes entreprises. Et si jamais les techs commencent à sous-performer et que c'est le pétrole qui explose, comme dans les années 2000 où ExxonMobil était beaucoup mieux placé dans le top des capitalisations du S&P 500, et bien voilà, vous profitez des différentes modes, des différents changements économiques. Ce qui me dérange, c'est ce fameux 0,30% de différence. On va faire une petite simulation. Si vous investissez 100 000 $ avec un taux d'intérêt annuel de 8%, ce qui est environ la moyenne sur un ETF S&P 500, pendant 25 ans, vos 100 000 $ vont devenir 684 000 €. Et vous aurez gagné 584 000 $, donc toujours des dollars bien sûr. On a une différence de 100 000, ce qui est logique. Et si vous investissez non pas à 8% mais à 7,7%, c'est-à-dire que j'ai enlevé les frais de gestion, c'est-à-dire 0,30% par an calculé annuellement. Sur 25 ans, vous n'aurez que 638 000 $, ce qui est pas mal. On a une perte quand même de 50 000 $, ce qui représente un peu moins de 10%, allez on va dire 9%, mais franchement 50 000 $ de perte sur 25 ans pour un capital de 100 000 €, c'est-à-dire que vous perdez la moitié de ce que vous aurez investi au début, seulement avec les frais de gestion, c'est donc pas négligeable. Maintenant, si on veut vraiment investir sur le monde entier, ce qui me semble le plus logique, c'est le MSCI Emerging Markets, où là, vous investirez en premier sur Taiwan Semiconductor, TSMC, qui est le leader dans les semi-conducteurs et il est taïwanais, Tencent, Samsung, Alibaba, etc. Et vous voyez que là, on n'a pas d'entreprise américaine, on est vraiment sur de la diversification mondiale sur les emerging markets. Quoi de plus? Attention au MSCI Emerging Markets, il a très bien progressé des années après la crise des années 2000, donc de 2003 à 2008 avec l'expansion de la Chine, et vraiment on voyait que l'économie allait du côté de l'Asie, et depuis les années 2008, il ne s'est rien passé d'exceptionnel, contrairement au MSCI World et au S&P 500 qui ne font que monter. Donc attention, attention. Pour ceux qui voudraient avoir une exposition à beaucoup plus d'ETF et pouvoir investir régulièrement et sans frais, je vous conseille grandement Trade Republic. J'ai également un lien de parrainage qui vous permet d'avoir une action offerte. C'est pas négligeable, de 5 à 200 €. Mais ce que je trouve vraiment exceptionnel, au-delà du parrainage qui est pas mal si vous débutez, c'est surtout pour les petits budgets Trade Republic. Dans un premier temps, vous pouvez découvrir tous les produits et vous allez voir qu'il y a une large gamme d'ETF. Vous voyez, vous avez des actions. Sur les actions, si vous investissez des petits montants, je ne vous conseille pas Trade Republic, même si c'est vrai qu'il fait partie des moins chers. Mais investir 100 € lorsqu'on paye 1 € de frais, ça peut passer, mais c'est vraiment le grand minimum. Je dirais que 500 €, c'est un peu le minimum si on veut payer 500 € 1 € de frais, histoire que ça ne vienne pas trop réduire votre performance. Voilà, Trade Republic, bon, c'est sûr que ça reste un des moins chers, hein. 1 €, on trouve difficilement moins cher sur des opérations de bourse, mais la grosse valeur ajoutée de Trade Republic, c'est l'accent qu'il met sur l'investissement programmé.
On peut créer des plans d'investissement programmés de manière extrêmement facile. Vous voyez que là, vous avez tous les ETF dont on a parlé. Vous pouvez mettre un plan d'investissement programmé où là, vous allez payer 0 euros. Le minimum, c'est d'investir 15 euros à chaque fois. Par exemple, 15 euros tous les mois ou beaucoup plus. Et vous aurez, en plus de ce qu'on a présenté, c'est-à-dire le food and beverage, vous aurez alcool et tabac, vous aurez plein de secteurs. Si vous pensez qu'un secteur est sous-évalué, que vous voulez par exemple parier sur les matières premières plutôt que de parier bêtement sur le pétrole, ou ce sont des ETF qui souvent facturent des frais très élevés, je vous incite à parier par exemple sur une pétrolière comme Total, qui a un business model qui rapporte de l'argent et qui en plus monte avec le pétrole. Si le pétrole s'envole, Total va s'envoler, mais c'est en plus une cash machine et elle a une vraie valeur intrinsèque. Comme le souligne Warren Buffett, il est important d'investir dans des vrais business qui crachent, qui ont un cash flow, alors que le Brent, ça n'a pas de cash flow, l'or, ça n'a pas de cash flow. Investissez plutôt sur quelque chose, un vrai business. Vous voyez que vous pouvez sélectionner des secteurs dont les obligations d'État ou les obligations indexées sur l'inflation ou les obligations à haut rendement qui sont souvent des obligations d'entreprise par exemple. Le plus connu c'est le US Treasury Bonds 20 ans ou le US Treasury Bonds 10 ans. Ce sont les bons du Trésor américain. Si vous pensez que la Fed va commencer à réduire ses taux, il peut être très intéressant de faire un investissement programmé, comme on le voit ici. Vous créez un plan d'investissement programmé chaque semaine au milieu du mois et vous mettez 15 euros. Je le fais avec vous. Hop. Créer un plan d'investissement programmé. Même si vous mettez un petit montant, ce qui est bien, c'est que ça vous force à vous intéresser au cours, par exemple, des US Treasury Bonds 10 ans. Et tout simplement, vous allez voir comment il évolue en fonction des données économiques. Et le jour où vous devrez investir un gros montant, vous serez préparé. Voici, j'espère que cette vidéo assez longue vous a plu sur mon top des meilleurs ETF pour PEA. Si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire en me disant dans quel ETF vous voulez investir. Ça m'intéresse grandement. Et laissez un pouce bleu. À bientôt.